Alors, voici la quatrième animation pour vous expliquer le fonctionnement du moteur Bellini. Je vous rappelle que j'en ai fait trois autres, un, 2 et 3, qui permettent de simplifier et de voir plus en détail l'approche de Bellini. Là, je vais, sur cette vidéo, vous expliquer l'ensemble du fonctionnement global. Donc voilà, si, pour ceux qui n'ont pas comment je dirais, une parfaite connaissance du fonctionnement d'un moteur et ce qui s'y passe, regardez les autres, vous aurez plus de détails, step by step, phase par phase, quoi, voilà. Alors, par rapport aux trois vidéos précédentes, voyons ce qu'il y a de différent dans cette approche. On a toujours le rotor qui tourne avec des aimants qui sont fixés sur le rotor et qui ont leur nord à l'extérieur du rotor. On a toujours une bobine principale qui est composée de deux enroulements, un rouge ici qu'on va appeler l'enroulement de puissance, et puis un vert ici qu'on va appeler l'enroulement de gâchette ou de déclenchement. Ça, c'est la première bobine. Le rotor, une première bobine et une deuxième bobine qui elle est composée d'un seul enroulement et qui va nous permettre de générer de l'énergie, c'est-à-dire au passage de l'aimant. Je vais le réexpliquer un petit peu plus en détail, mais au passage de l'aimant, on a l'énergie qui se génère et derrière, on a un circuit électronique qui est un peu plus complexe que celui de la vidéo 3, parce que on va voir ce qu'il y a de nouveau dans ce circuit. Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans le circuit de cette vidéo 4 par rapport à la vidéo 3? On voit d'abord qu'il y a deux batteries. Il y a ce qu'on appelle une batterie que j'ai appelée BC, comme batterie de charge, et puis une batterie qui s'appelle BA, qui est ici, que j'appelle batterie d'alimentation. La batterie d'alimentation va alimenter le circuit de puissance du moteur, et la batterie de charge va récupérer ce que le moteur génère en énergie à certains instants bien précis qui vont permettre de générer un système global qui a ce qu'on appelle une COP, coefficient de performance, une COP supérieure à 1, qui est de l'ordre de 1,25 sur les protos de Bellini. Donc voilà, donc deux batteries différentes, une batterie de charge, une batterie d'alimentation. On retrouve un condensateur. Pour ceux qui auront regardé la vidéo 3, on a vu qu'il n'y avait pas le condensateur parce que je l'ai expliqué dans la vidéo. L'effet condensateur est expliqué dans la vidéo 2. Donc un condensateur ici, batterie de charge, condensateur. Ici on retrouve toujours notre transistor T1 qui lui permet de switcher, d'allumer ou d'arrêter le circuit. La gâchette, je veux dire, c'est ce qui génère ce qui déclenche des choses en fait. On retrouve ici notre résistance R1 qu'on retrouvait dans la vidéo précédente. Simplement, il y a une résistance R1-1 qui elle est variable. Ça permet de régler le système, c'est-à-dire de régler la valeur de R1 plus R1-1. On va pouvoir l'ajuster pour arriver à un fonctionnement optimal. On a toujours notre diode ici, D1, qui est conductrice à certains moments et qui s'arrête à d'autres. Et ce qu'on va retrouver en plus dans ce circuit, c'est une diode D2 qui est ici branchée sur la batterie de charge. On va voir pourquoi. Et puis on retrouve ici un switch
alors qui peut être mécanique, qui peut être électronique, peu importe, c'est simplement, on va voir le fonctionnement après de l'ensemble, et à quoi sert ce switch, et comment ça se passe. Alors, je vais essayer de reprendre un petit peu le fonctionnement global du truc, pour ceux qui ne veulent voir que cette vidéo, qui résume l'ensemble, comment ça se passe. Donc voilà, on a un rotor qui tourne, qui passe, qui donc constitué d'aimants sur ce rotor, et qui passe devant une bobine et un noyau de fer doux dans la bobine. J'arrête l'anime là. Hop, ben non, ouais, il faut que je fasse ça, voilà. Là, je vais l'arrêter, tac, je l'arrête, et je retourne. Je reviens en arrière, donc, encore une fois, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a notre rotor qui tourne, avec des aimants orientés nord vers l'extérieur. On a, donc, ça c'est le rotor. On a au niveau du stator, le stator est constitué de deux bobines, une bobine principale à 2 enroulements, et une bobine ici, que je vais appeler secondaire, mais elle n'est pas vraiment secondaire, mais parce que c'est la même que la première, sauf qu'elle n'a pas 2 enroulements, elle a un seul enroulement, qui est capable de générer de la puissance, de générer du courant, de la tension, à un instant T. On va voir ce qu'on peut faire de cette puissance disponible. Hop, j'ai rallumé l'anime. On va voir ce qu'elle peut faire, ce qu'on peut en faire de cette puissance, hein, de ce courant et cette tension. Ça fait une puissance. Donc, le rotor tourne, passe, la bobine principale, et l'autre aussi d'ailleurs, hein, sont constitués évidemment d'enroulements, un fil de cuivre sur une bobine, et en son centre, on peut voir qu'il y a des petites barres noires là. Ces barres noires symbolisent un ensemble de fer doux. Bon, là, en l'occurrence, dans la construction du Bedini, ce sont des baguettes de soudure. Les baguettes de soudure, c'est du fer doux. Le fer doux ayant la propriété de se magnétiser plus vite que le fer normal, hein, voilà, c'est pour fer doux. Donc là, on peut voir ici que le centre est constitué de baguettes de fer doux. Alors qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est le premier effet qui se coule du moteur Bedini, c'est que l'aimant, je retourne en arrière, l'aimant, voilà, si on revient là, hop là, voilà, l'aimant, on peut voir qu'il est attiré. Il est nord ici, il y a une masse de fer ici, donc évidemment, comme toujours, un aimant est attiré par une masse de ferraille, de fer, d'où de qui plus est, qui va permettre de se magnétiser plus vite. Donc on peut voir que l'aimant se rapproche du fer doux, voilà, je stoppe, et ce qu'on peut voir, c'est ce faisant, l'aimant se rapprochant du noyau de fer doux, la vitesse de l'aimant devant la bobine provoque une tension ici qu'on va appeler MC. Une tension, c'est normal, hein, à chaque fois qu'une bobine passe devant un aimant passe devant une bobine, il y a une tension qui est générée parce qu'il y a un mouvement. On peut voir aussi que cette bobine est double, c'est-à-dire qu'elle est constituée de 2 bobines. C'est-à-dire que en fait, les fils sont torsadés. Hein. Le fil 1 tourne autour du fil 2, enfin, ou avec, ou ensemble, comme on veut. Et il y a donc une deuxième bobine qu'on va appeler RC. Cette bobine RC, c'est ce qu'on va appeler la bobine de déclenchement, c'est-à-dire qui va permettre d'agir sur le transistor pour provoquer des choses dans le circuit. Là, on peut voir que les tensions sont vers le bas, donc ça veut dire que le plus est en bas, le moins est en haut. C'est lié au sens d'enroulement des bobines et à la vitesse de rotation de l'aimant devant la bobine et son sens de rotation. Imaginons que ça tourne dans l'autre sens, on aurait l'inverse, hein, tout simplement. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir?
On peut voir que au niveau de la gâchette c'est ce qui va permettre de stimuler le circuit à certains moments. Là, il ne se passe rien. Pourquoi? Parce que tout simplement, le courant qu'on voit ici, là, qui est généré par la bobine, par là, rentre dans la diode dans le sens passant, c'est-à-dire que c'est un court-circuit, ça court-circuite le courant, on passe dans la résistance et la résistance variable, puis on revient. Ça ne provoque absolument rien au niveau de la gâchette du transistor, parce que il n'y a pas de tension, tout simplement, c'est un court-circuit. On est au regard d'un court-circuit. Ici, on a devant le transistor en parallèle entre le récepteur et l'émetteur, on a un composant que j'ai appelé Hélène. Hélène, c'est une lampe néon. Alors, une lampe néon, sa caractéristique, c'est elle déclenche à 100 volts. C'est-à-dire que pour s'allumer, il va falloir 100 volts. En deçà de 100 volts, elle ne s'allume pas, elle ne conduit pas, et tout d'un coup, pop, à sa tension de déclenchement, 100 volts, lampe néon, elle va être conductrice, donc elle va s'allumer. Alors, le but du jeu de cette lampe néon, c'est de protéger le transistor. C'est-à-dire que si on lui appliquait une tension supérieure à 100 volts, la lampe va s'allumer, elle va court-circuiter le collecteur et l'émetteur. On va le mettre en court-circuit. C'est-à-dire qu'on va protéger le transistor. Donc voilà, donc là on est sur le début du cycle, bon, voir vidéo 1 et 2 pour plus de détails. Donc là, le transistor n'est pas déclenché du tout, parce que la diode D1 est en court-circuit, elle conduit, donc on a un courant qui traverse l'ensemble, et aucune tension n'est appliquée à la gâchette du transistor. Je continue. Hop là, voilà, ça avance, hop, j'arrive à un point neutre. Le point neutre, c'est le moment où l'aimant est en alignement direct sur la bobine et sur le noyau de fer doux. À ce moment-là, plus rien ne se passe. C'est-à-dire que on est en perpendiculaire du noyau de fer doux. C'est un instant T, parce qu'après le mouvement va continuer, donc il va se passer autre chose. Mais à cet instant-là, rien ne se passe. Le circuit est éteint, globalement. La diode D1 ne conduit plus. Il n'y a plus de tensions qui sont générées par les deux bobines. On est en stand-by. Simplement, le système est en mouvement parce qu'il a une vitesse. Il a une rotation qu'on lui a initiée à la main ou autre au début. Donc ça va continuer parce que comme l'ensemble a une rotation, le rotor a une rotation lancée d'une manière arbitraire, ça va continuer. Mais là, en l'occurrence, si on regarde ce step, ce moment, il ne se passe plus rien. On va passer au step suivant. Au step suivant, voilà, on y est. Hop là. Qu'est-ce qui se passe? Alors là, il se passe beaucoup de choses. Beaucoup de choses par rapport à ce que je vous ai montré avant. Ce que je vous ai montré avant, c'est la gâchette. La tension s'est inversée au niveau de la bobine de gâchette, c'est-à-dire qu'on est devenu positif, qu'il y a un courant. Alors donc le plus est en haut ici et le moins ici, là. Et donc ça veut dire qu'on a un courant qui se génère, qui passe dans les résistances. Donc courant passant dans une résistance, ça fait une différence de potentiel. Et donc on va être capable d'activer, la gâchette du transistor. Alors qu'avant, on a vu qu'il y avait un courant qui passait, mais dans l'autre sens, où la diode D1 était en court-circuit, et il ne se passait rien. Là, la diode D1 n'est plus en court-circuit, parce que la tension va vers la diode, vers la tête de la diode. Et donc, le courant ne passe pas. Ça, c'est une diode, c'est un switch, ça passe pas.
Et donc là, le courant passe dans le transistor, déclenche le transistor, évidemment il revient au niveau de la gâchette, mais il provoque aussi la circulation du courant dans la bobine principale qui est ici. C'est-à-dire que le courant, alors ce courant est généré par la batterie de charge, la batterie d'alimentation. Pardon, pas la batterie de charge, la batterie d'alimentation. Donc on a le plus ici, le courant part, va vers la bobine, traverse la bobine, revient, et comme le transistor, sa gâchette elle est ouverte, il est passant, le courant passe, traverse le transistor et revient à la bobine, au moins de la bobine. Donc ça, alors qu'avant on ne l'avait pas, juste, je reviens, juste là, on avait la gâchette qui avait un courant qui circulait par la diode, via la diode, mais on n'avait pas de courant qui circulait dans la bobine principale, MC, parce que le transistor n'est pas passant, tout simplement. Donc je reviens, hop là, voilà, le transistor est passant, on voit que hop, non, je reviens à 1, voilà, non, c'est là. Ah, c'est pas simple les animations, voilà, c'est là. Il faut les bloquer. Donc là, on voit que le courant traverse la bobine principale, le courant de la batterie d'alimentation. Alors oui, j'ai oublié de vous dire, maintenant les batteries sont plus 9 volts, comme sur les animes précédentes. Là, ce sont des batteries de 12 volts, au plomb, et ainsi de suite. C'est important au plomb. Donc là, on a un courant qui est généré par la bobine, non, un courant qui est généré par la batterie, qui traverse la bobine principale, parce que la bobine de gâchette est conductrice, c'est-à-dire que le courant s'est inversé, et a déclenché le transistor. Voilà, donc là, on a ça qui se passe, ça passe comme ça, hop, 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 parce que ici, c'est comme ça. Voilà, tac, tac, tac. La bobine est, la diode D1, on l'attaque en sens inverse, donc elle n'est pas passante, donc le courant passe dans le transistor, parce qu'il y a une tension qui est générée, une tension de déclenchement, une tension de gâchette. Dans la vidéo 2, on a vu qu'il y avait un effet, si on mettait, dans la vidéo 2, c'était un circuit très simple, dans lequel il y avait juste un condensateur et une diode. Là, c'est plus complexe, hein, mais avant, c'était plus simple. Il y avait une diode qui permettait le passage dans un sens ou dans un autre, et pas dans un autre, et puis un condensateur. Là, on retrouve ce condensateur ici, qui s'appelle C1. Quand le courant qui arrive au transistor traverse le transistor, il y a une partie du courant qui est déviée, qui passe dans la diode D2, parce qu'elle est passante, on est dans le sens passant de la diode, et qui va effectivement charger ce condensateur. C1. Et là, on va retrouver cet effet d'impulsion qui est expliqué dans la vidéo 2, où à un instant très, très petit, très court, on va capter une énergie qui est émise par quelque chose. Donc là, en l'occurrence, c'est émis et à la fois par la batterie et à la fois par la bobine. Enfin, c'est un cumul des deux. Donc là, on voit bien, ça c'est le schéma bleu, que la batterie BC, enfin le condensateur C1 est chargé via la batterie via le condensateur C1, pardon, et le courant se passe, bon voilà, il revient là, on est sur un moins, donc hop là, et ça tourne. Donc là, on revient sur la vidéo, je me répète, on revient sur la vidéo 2, où on capte à un instant T la charge d'un condensateur ultra rapide, parce qu'une charge de condensateur, c'est ultra rapide. Je continue mon explication. Alors, je reprends mon explication. On peut voir que sur la bobine, elle est orientée nord vers le haut, donc en opposition au nord de l'aimant. On a vu
dans la vidéo précédente que en fait, quand l'aimant s'approche, il magnétise le fer doux, le centre en fer doux. Et magnétisant ce centre en fer doux, en principe, il apparaît un sud en tête d'aimant s'il n'y a pas de courant dans la bobine. Mais là, comme il y a un courant, ce courant provoque une magnétisation du fer doux d'une autre manière. C'est-à-dire que c'est plus l'approche de l'aimant N nord qui va provoquer la magnétisation de cet élément de fer doux. Mais cette fois-ci, c'est le courant qui traverse la bobine qui magnétise le centre de la bobine en fer doux avec un or au-dessus. Qu'est-ce que ça provoque, ça? Vous savez que deux aimants, si on les met en opposition, nord-nord, enfin en pôle opposé, ils se repoussent. Et bien c'est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire que là, on a magnétisé la bobine est magnétisée fer doux, nord en haut, donc parce que le courant de la bobine d'alimentation circule, repousse l'aimant du rotor. Parce que ce sont deux nord qui sont l'un par rapport à l'autre, et logiquement, l'un repousse l'autre. L'autre repousse l'un. Enfin, les deux se repoussent. C'est quoi comme effet, ça? Ça, c'est l'effet, imaginez une roue de vélo, vous la prenez, vous avez retourné votre vélo, vous l'avez mis à l'envers, guidon par terre, et il tient tout seul. Vous prenez la roue avant et vous donnez des petites impulsions, des petits pop, 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 pop sur la roue. Elle va tourner, évidemment, parce que vous donnez des petites impulsions en la touchant et la faisant tourner. Et bien là, c'est exactement pareil. On a exactement cet effet. C'est-à-dire que les nord étant en répulsion, c'est une impulsion de la bobine et vers le rotor. On repousse l'aimant du rotor. Donc là, on conjugue deux effets qui sont expliqués avant. Hein. Pour plus de détails, retournez sur les autres vidéos. Mais premier effet qui se coule, c'est les nord se repoussent, j'ai une impulsion, comme si je tapais sur une roue de vélo et je la faisais tourner d'une manière continuelle, en faisant des pop, pop, pop. Et deuxième effet qui se coule, j'ai récupéré dans C1 ici une charge d'un condensateur rapide pour s'en servir après. Donc voilà, premier effet, les aimants se repoussent parce que la bobine est alimentée et parce que donc elle s'oriente différemment. Là, on met out toutes les lois Maxwell, machin et compagnie sur le courant dans un moteur parce que on se sert de moments où on inverse des choses et les choses ne se passent pas. Dans un moteur, en principe, quand l'aimant s'éloigne de la bobine tel qu'il devrait être, la bobine devrait être sud parce qu'elle a été magnétisée par l'aimant, le noyau a été magnétisé par l'aimant et elle devrait s'attirer. Ce qu'on va voir après d'ailleurs, hein, je continue. Hop, donc hop, là je vois que sur la bobine, j'ai poussé un petit peu plus loin la ligne, hein. Je vois que la bobine cette fois-ci se comporte différemment. Pourquoi? Parce que, le courant de gâchette, il est revenu à zéro, parce que la tension est minime. Et la tension RC ici, la VLT, elle est toute petite, elle est minuscule. Donc elle n'est plus capable d'enclencher la circulation du transistor, la circulation à travers le transistor, parce que le transistor, je le rappelle, c'est un commutateur, ni plus ni moins. Donc là, comme on l'a arrêté, comme il n'y a plus de RC ici, la gâchette n'est plus activée, le transistor ne fait plus circuler le courant de la batterie d'alimentation qu'on avait en vert avant. Voilà, c'est maintenant terminé. Donc, je vous rappelle qu'avant, on a eu une impulsion qui poussait une impulsion sur la bobine par la magnétisation avec deux aimants qui étaient en contraire
c'est-à-dire nord-nord ou sud-sud, peu importe, hein, ça dépend comment on fait tourner les choses, mais là en l'occurrence c'est nord-nord, on avait l'impulsion d'une main qui lance la bobine, hein. C'est exactement pareil. Là, le courant ne circule plus. Donc on n'a plus cette magnétisation du noyau. Donc là, le noyau est de nouveau magnétisé sud, en haut, comme il est là. Et donc, de nouveau, il y a un frein. Hein. Après l'impulsion à la main sur la roue, on a quelque chose qui freine. C'est-à-dire que on est nord-sud, donc deux aimants nord-sud s'attirent et veulent se coller ensemble. Donc là, on a un frein sur le rotor. Ça, c'est ce qui se passe au niveau de la bobine. Au niveau du transistor, alors non, avant de parler du transistor, je vais parler de ce qui se passe sur la bobine. Avant, la bobine était magnétisée à l'inverse, c'est-à-dire qu'elle était nord en haut, sud en bas. Le fait de couper le courant provoque une chute brutale de la magnétisation. Mais quand je dis brutale, c'est brutal, c'est-à-dire que ça s'effondre, c'est un effondrement. Le fait de s'effondrer, quand une bobine, parce qu'une bobine, ça a un côté condensateur, c'est-à-dire que ça capte de l'énergie. Si on inverse les tensions, cette énergie, il faut qu'elle passe quelque part. L'énergie magnétique, l'énergie dans les spires, tout ça, il faut que ça passe quelque part. Donc là, ce qui se passe, c'est que quand on effondre brutalement un courant dans la bobine, comme il était auparavant, donc là, comme il n'est plus, évidemment, dans l'animation, la bobine génère une surtension importante pendant quelques microsecondes, mais elle est de plusieurs centaines de volts. Ça, c'est une surtension, on va appeler ça un pain, un pain de tension qui est généré par la bobine parce qu'on a tout inversé les courants et que donc tout s'effondre en elle et qu'il faut qu'elle se rééquilibre. Alors, cette surtension qui s'exprime dans la bobine parce qu'il y a inversion des pôles magnétiques, brutalement, elle est exprimée ici par MC, V de T, avec, on voit ici dans le schéma, un pic de courant, un pic de tension important. Ce pic de tension important, on voit qu'il génère évidemment un courant qui cette fois-ci va dans la batterie d'alimentation. C'est le deuxième effet Bedini. C'est-à-dire que quand ce pic de courant se produit, vous savez, une batterie, c'est des circulations d'électrons sur deux plaques de plomb dans un liquide et qui donc, ces circulations d'électrons vont du moins vers le plus, toujours. Là, ce qui se passe, c'est le fait d'amener un pic de tension, ça va freiner les déplacements des électrons du moins vers le plus. Donc, qui dit freiner le déplacement des électrons, dit, comment vais-je dire, dit amenuiser, diminuer l'effet de décharge de la batterie. C'est-à-dire qu'il y a un instant T dans la batterie, quelque chose qui s'inverse et qui provoque un frein de la circulation des électrons, d'un pôle vers l'autre, de la cathode vers l'anode, enfin bon, voilà. Et ça, c'est le deuxième effet Bedini. Donc, premier effet Bedini, les aimants s'approchent, ça donne une rotation au rotor. L'aimant s'approche du noyau de fer doux. Le fer doux s'inverse parce que le transistor T1 est conducteur. Le courant s'inverse, c'est ce qu'on a vu avant. Le courant s'inversant, ça crée un nord-nord qui s'expulse. Le fait d'arrêter brutalement le courant dans T1
provoque une surtension, un pic à la microseconde, sur un temps donc très très court, un pic de tension qui vient inverser la circulation des électrons dans la bobine. Ça, c'est le deuxième effet qui se coule de Bedini. Alors, on peut voir que la petite lampe néon ici est allumée. Ça indique quoi? C'est juste une protection en fait. Hein. Ça veut dire que si le transistor qui est là, on lui applique une tension supérieure à 100 volts, la lampe s'allume et court-circuite, se met en court-circuit. Une fois qu'elle est allumée, elle est en court-circuit. C'est-à-dire qu'on empêche la tension. Donc, en fait, c'est une protection qui protège le transistor de toutes les surtensions possibles et imaginables. Troisième effet Bedini, c'est, on a vu tout à l'heure, enfin juste avant, que dans le cycle, dans le cycle où on récupère, où on a inversé, je retourne, hop, je retourne, non ça veut pas, pourquoi ça veut pas? Ah bah oui, je suis pas coché dessus, voilà, je retourne ici, je retourne là, voilà. On a vu que quand le transistor était passant, provoquait un courant de la batterie dans la bobine, une partie de ce courant, alors une partie revient vers la bobine, et ça tourne, hop là, et rentre dans la batterie. Et on a vu qu'une partie de ce courant partait aussi vers une charge de condensateur ici. Dans C1, on charge. Je continue, je me remets. Voilà. Donc là, qu'est-ce qui se passe? On a eu l'impulsion qui a rechargé la batterie d'alimentation. On a vu qu'il y avait un effet pulsion à la main, enfin, comme sur une roue de vélo, par l'effet des deux aimants qui sont en répulsion. Nord-nord, hop, répulsion. On a vu qu'il y avait un effet de la lampe néon qui empêchait le condensateur de transistor de griller au-delà de 100 volts. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On se souvient qu'au préalable, dans C1, on a récupéré une tension dans le cycle juste avant, là, hein, quand tout le monde était passant. C1 s'était chargé. Ici, on va mettre un switch. Un switch, c'est un interrupteur, hein, qu'on va actionner de différentes manières. Soit ça peut être un switch mécanique qui va tourner, c'est-à-dire sur le rotor du moteur, on va avoir des balais, des aimants, et pas des aimants, des balais, et puis des phases conductrices sur l'axe du rotor, qui vont permettre de faire passer le courant à un certain moment. L'idée étant de décharger C1 s'est chargé dans le cycle d'avant, à accumuler de l'énergie à un instant T. L'idée, c'est de décharger C1 dans la batterie dite de charge. Batterie d'alimentation, batterie de charge. Et ici, on voit que le switch est fermé. Donc, qu'est-ce qui se passe quand un switch est fermé? Ben, on a un courant qui va du plus vers le moins, du plus là, et hop, il circule comme ça. Et donc, le condensateur se décharge dans la batterie de charge. C'est le troisième effet Bedini. Je reprends... non, je reprends rien. Je relance la ligne, tout simplement. Et je remets vite quelques mots. Alors, oui. Entre-temps, par rapport à tout ce qui s'est passé sur le circuit principal, on a la bobine d'en haut, ici, là, qui est là, dans lequel l'aimant est passé devant, la tension devient dans un sens passant par rapport à la diode. Donc, la bobine d'en haut est capable à ce moment-là, de générer une énergie liée au mouvement de l'aimant qui passe devant le bobinage. C'est un quatrième effet. Alors voilà, je relance la ligne complète. J'ai l'aimant
l'aimant qui se rapproche de l'aimant, hop là, ça passe sud, hop là, ça passe nord parce qu'il y a un courant qui traverse. Il y a un mouvement de répulsion. La gâchette a été allumée. Il y a eu la pulsion dans la batterie. Bah voilà, je ne vais pas tout refaire. Hein. Donc, je reprends le cycle. Voilà, hop, tout s'allume. Ça charge le condensateur. Ensuite, il y a l'impulsion d'effondrement. Ensuite, là, on vient charger le condensateur. Et vous avez tout le cycle du moteur Bedini. Alors, si je résume en 3 mots, Bedini, c'est l'opportunité de profiter de l'attraction d'un aimant vers une masse de ferraille, fer doux. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est l'opportunité d'inverser la magnétisation du fer doux par un passage de courant à un moment où où la bobine et l'aimant peuvent être en répulsion, c'est-à-dire qu'on vient donner le petit coup là, qui accélère le truc. Troisième point Bedini, on récupère la charge de l'effondrement ou l'écroulement de la magnétisation dans la bobine. Et le quatrième point, c'est de récupérer un petit moment de charge très court qui permet, dans un condensateur, qui permet de décharger dans une batterie de charge. Voilà les quatre points que Bedini exploite d'une manière sioux, intelligente, je dirais, et qui le fait dire que son moteur est à faible traînée. Pourquoi à faible traînée? Parce que un moteur traditionnel, on a les forces de Lorentz, de Lenz qui se mettent en place et qui font qu'il y a des moments de frein et ainsi de suite importants. Lui dit que son moteur est à faible traînée parce qu'à aucun moment les forces de Lorentz s'expriment. Elles sont tout de suite contrecarrées par des moments particuliers de fonctionnement qui font qu'elles n'existent pas. Donc voilà. Je vois pas quoi dire de plus. À bientôt.